Bonjour à tous et merci, d'être tous, venus ce matin encore. C'est, le deuxième temps fort sur la Chine et ce matin, on va vous parler mobilité. Ça veut dire, tout ce qui roule, tout ce qui vole et tout ce qui va sur des rails, avec plus ou moins d'intelligence puisqu'il y a une partie ITS. Donc, une partie de l'équipe sera là, présente aujourd'hui et on aura 2 autres sessions, comme vous le savez, mercredi et jeudi pour vous parler d'autres secteurs, comme les industries ou encore l'énergie et le bâtiment. Alors, je vais passer, tout de suite avec, quelqu'un qui a, déjà eu pas mal, de dossiers avec nous ces derniers temps et notamment sur des sujets mobilité et je vais laisser la parole à Marc parce que ça permet peut-être aussi à vous tous de pouvoir un peu avoir la vue depuis le vécu, depuis la France parce que nous, on prend le dossier à un autre moment et puis, bon, on vous le repasse, la relation client aussi à une autre étape. Donc c'était peut-être utile, voilà, de pouvoir avoir ton avis, Marc, et puis, d'avoir un peu ton ressenti depuis ces dernières années, même si je sais qu'on est nombreux. Il y a beaucoup de collègues qui ont aussi des dossiers avec nous, donc on aura des témoignages, dans les jours suivants. Merci beaucoup Nicolas pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc je suis CAI à Toulouse pendant presque 3 ans. Et ouais, l'actualité pour ceux qui ne savaient pas, c'est que je suis maintenant CAI en Île-de-France depuis fin octobre. Donc c'est surtout à Toulouse où la mobilité est très présente que j'ai eu affaire à l'équipe de Nicolas. Et donc là, je vais juste témoigner de la qualité du travail de son équipe et du fonctionnement qui avait été mis en place aussi, parce que c'était très bien fait, notamment avec Min Wang, avec Yang Yang, avec Céline Lee et Bangui, avec qui j'étais particulièrement en contact. Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'une fois que la demande du client est arrivée, la prise en charge a toujours été très rapide et on a pu proposer soit un call de cadrage, soit un point conseil dans les 1 ou 2 semaines suivantes. À l'occasion de ce point-là, il y a toujours le chef de pôle qui est présent avec beaucoup de personnes de l'équipe. Ça permet d'avoir beaucoup de compétences présentes et de rassurer le client par les compétences techniques et aussi la représentation géographique qu'ils ont, puisque l'équipe est un peu présente sur tout le territoire. Donc ça, c'est des arguments clés qui rassurent le client. Et après, ça devient encore mieux parce que parmi cette équipe projet, il y en a une personne de l'équipe qui est désignée et qui prendra le lead avec le CAI ou le CI et le lead aussi avec le client. Donc, ça permet d'avoir vraiment un seul interlocuteur et de faciliter, de fluidifier la relation. Donc ça, c'était un point très positif du travail qu'on a mené. Au-delà de ça, il y a des points réguliers qui sont mis en place pendant les prestations. On quitte jamais une réunion sans se donner un save the date ou une date pour savoir quand est-ce qu'on se reparle. Et à mon avis, ça permet de garder les équipes mobilisées, de toujours avoir une deadline et de pouvoir avancer comme ça par étape, déjà identifié. Le dernier sujet qu'on a eu ensemble, c'était l'entreprise Sogeclair qui nous a demandé de l'accompagner pour 2 produits très techniques. Le premier, c'était les aérostructures thermoplastiques pour l'aviation, et l'autre, c'était des équipements simulés pour les simulateurs de vol. Donc, 2 sujets assez complexes que les équipes ont manipulés avec beaucoup de compétences. Et par exemple, elles ont identifié un projet de construction d'un centre de simulateurs avec 50 simulateurs qui sont prévus. Donc voilà, c'était des gros projets qu'il fallait pas louper et l'équipe les a identifiés et ça a beaucoup plu aux clients. Et enfin, au-delà de tout cet accompagnement, on va dire commercial, business développement auquel on a l'habitude, j'ai bien apprécié aussi tous les conseils autour du développement commercial. Je me souviens que dans le call de cadrage, on avait alerté le client sur tout ce qui est propriété industrielle pour avant d'entamer des démarches, de contacter des prospects chinois, de leur envoyer des plaquettes, s'assurer que leurs produits, leur innovation étaient protégés. Et puis là, quand on avait identifié par exemple les projets d'un centre de simulation, on leur a aussi donné des conseils sur encadrer leur démarche commerciale au niveau contrat, au niveau fiscalité. Donc, je trouve qu'on arrive vraiment à avoir un impact global et on se résume pas uniquement au business développement.
Et voilà, donc ça permet d'avoir une satisfaction client assez forte et de pouvoir les fidéliser, soit pour rester sur le marché chinois, soit pour envisager de se développer sur d'autres marchés. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe mobilité. Bah, merci, merci Marc pour, ton témoignage parce que enfin tu as adressé pas mal de points qu'on va en plus pouvoir détailler parce qu'à chaque fois, on reprendra, bah, notamment on parlera de ce Géclair, avec Mine, qui parlera de cet exemple. Mais c'est vrai que comme c'est un marché qui est assez, ben, lointain et complexe, comme peuvent l'être, l'Amérique du Nord ou d'autres marchés un peu éloignés et avec une taille importante, bah, il faut rester plusieurs années et donc c'est vrai que ça a tendance à mobiliser pas mal de compétences qui sont parfois un peu en dehors de ce que fait, Business France aussi. Donc on a besoin d'associer des partenaires, ben et ici, notamment, ça peut être l'INPI, sur ces sujets-là que tu as évoqués, parce que ça fait aussi partie des questions qui sont récurrentes sur la Chine. Et d'ailleurs, on sera ravis aussi de vous entendre sur peut-être un peu les questions que vous avez ou les freins qui sont sur la Chine, pour que soit nous, on vous dise, bah, effectivement, c'est vrai que c'est le cas, mais ça se traite. Et on verra par quelle fois, de quels moyens ou par quel biais. C'est aussi vous permettre de vous donner quelques éléments de réponse à ce sujet. En tout cas, merci Marc pour ton témoignage parce qu'on sait que tu as peut-être un peu encore la tête dans les cartons, et on pense effectivement aussi à Aloïs parce que du coup, c'est un peu le swap donc on sait qu'on va pouvoir suivre les entreprises de l'un et l'autre, enfin voilà, par personne, les interlocuteurs changeront mais finalement pas vraiment pour nous. C'est ça. Bah, merci de m'avoir invité et bah, je citerai au reste en replay. À Ça bientôt. marche. Bon rendez-vous. Merci Marc. Et donc du coup, ben, comme promis, on va rentrer un peu dans les informations marché pour vous donner des informations concrètes sur, ce qui se passe ici, en Chine et puis vous verrez qu'à chaque fois les présentations seront les mêmes pour les secteurs. On essaiera à chaque fois de faire 10 minutes. C'est, ça un peu le cadre et les règles du jeu, pour ce matin. Donc on vous parlera des infos marchés, ce qui se passe ici, quelles sont les tendances et en deuxième volet, deuxième slide, ce sera à chaque fois vous parler un peu des dossiers qu'on a eus ces dernières années. Alors, c'est à garder en interne parce que pour certains dossiers, vous verrez que c'est pas terminé, mais c'est juste pour vous expliquer, ce qu'arrivent à faire les entreprises françaises ici en Chine et de parfois depuis combien d'années on arrive quand même à garder, même si l'accompagnement initial datait de 3 4 ans, maintenant où est-ce qu'on en est, avec elles et qu'est-ce qui se passe pour elles, en Chine? Donc voilà, ça pourra vous raconter des histoires, même si c'est pas formalisé en tant que success story, ça peut être des éléments de langage, pour les clients que vous voyez en ce moment. Et sans plus attendre, du coup, je laisse la parole à l'experte, automobile Chine, donc c'est Yang Yang. À toi Shanghai. Merci Nicolas et bonjour à tout le monde. Très ravi de pouvoir échanger avec vous rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Yang Yang, je suis chargée d'affaires export référente basée dans le bureau de Shanghai et je travaille pour l'agence depuis 2005. Et j'ai eu la chance de travailler dès le début, plus spécifiquement sur le secteur automobile. Ça me permet d'être aujourd'hui la personne qui vous parle ce premier marché mondial depuis 2009 avec vous. Donc, il serait super difficile de parler ce géant marché pendant 10 minutes. Donc, ma présentation, je pense que essayer de répondre à 3 questions. Qui travaille en Chine? Quelles sont les attentes du marché chinois et comment apporter le marché chinois? D'abord, sur le chiffre, j'ai essayé de sortir quelques chiffres clés. Comme hier, ceux qui ont participé, donc il y a plusieurs J'entends marques. bonjour, bonjour. J'en entends rien du tout, mais je vais monter le Ah, Ah son. bon? on t'entend Elodie. Ouais, salut Ouais, Elodie. salut. Nous, on entend aussi. OK, parfait. Donc je continue. Alors, il y a plus de 110 marques automobiles commercialisées en Chine. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup des acteurs sur le marché. C'est un marché, rien caché, très concurrentiel. Donc, 1 marché en termes de vente, je ne vais pas répéter le volume de ventes réalisées par la Chine, tout simplement pour vous donner l'idée, les ventes réalisées par le marché automobile chinois équivalent à 90% de la totalité de ventes des États-Unis et de l'Europe de même l'année. Et la Chine, même, ça devient le champion du monde, mais
il y a toujours un problème. Le dos d'équipement reste très modeste. En Chine, seulement 200 véhicules pour 1000 habitants. À noter que c'était à peu près 890 aux États-Unis, 720 en Italie et 600 véhicules pour 1000 habitants en France et au Japon. Ça veut dire qu'il y a encore un grand marché pour les ventes de véhicules neufs qui devraient rester à des niveaux assez élevés pendant un certain temps. Et puis, l'évolution technologique qui touche également l'industrie de l'automobile. C'est pour ça que maintenant, on a vu que le gouvernement a sorti la stratégie qui va pousser de produire des produits pour le futur. Donc, pour le véhicule, on avait vu que 50% des ventes de véhicules neufs devraient être autonomes au niveau L2 ou L3. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le niveau de la conduite autonome d'ici 2025. Et puis également une ambition du gouvernement chinois d'être le leader du monde dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. C'est déjà le cas. La Chine est le premier parc de véhicules à énergie nouvelle. Aujourd'hui, il y a plus que 4 millions de véhicules, dont une grande majorité de véhicules électriques circulant dans le pays. On voyait que dans la cartographie, j'ai essayé de sortir des logos. On a tous. On a ici un mélange des constructeurs, les champions logos et également des grands acteurs internationaux. On retrouve facilement les Japonais et puis les Allemands et les Américains. Et malheureusement, la participation de la France à ce grand succès en Chine reste très faible. Il y a un grand chemin à faire pour le constructeur français Stellantis ou Renault. Je ne vais pas rentrer en détail. À noter qu'aujourd'hui, les champions restaient les constructeurs internationaux traditionnels, Volkswagen, General Motors et les Chinois. On peut aussi, comme en Chine, il y a beaucoup de constructeurs, tous les constructeurs devraient avoir le permis de production afin de construire des véhicules en Chine. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 122 constructeurs enregistrés auprès de l'État qui est capable de produire des véhicules thermiques ou à énergie nouvelle, et parmi lesquels on peut simplement se classifier en deux gammes. On appelle old brand. Ce sont des constructeurs traditionnels qui existent depuis longtemps et qui travaillent spécifiquement dans le domaine des véhicules thermiques. Et le New Power, ce sont les nouveaux acteurs. C'est de l'évolution de marché donne naissance à ces nouveaux acteurs parce que l'État chinois qui a une forte volonté de créer de leaders mondial avec l'évolution des technologies qui s'orientent plutôt vers des véhicules à énergie nouvelle. Donc, ici, dans le New Power, vous avez des logos des nouvelles marques qui sont reconnues aujourd'hui en Chine, qui sont tous dans le domaine des véhicules électriques. Donc, Et ce sont des voilà, véhicules qui commencent d'ailleurs à être importés en Europe du Nord à présent, donc c'est vraiment une nouvelle vague qui est extrêmement conséquente, sur ces nouveaux acteurs. Et ceux qui ont pu assister au quiz, hier, enfin le nombre de constructeurs chinois donne vraiment le tournis. Il y en a quasiment, une centaine, quasiment autant que dans le reste du monde, toutes les marques qu'on connaît. Donc c'est vraiment, c'est pullulant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de constructeurs auprès desquels on peut, se présenter si on est dans ce secteur-là. Et quand est-ce qu'on va voir des marques type BYD sur le marché européen? Parce qu'il y a des superbes voitures en Chine, hein. Oui. on laisse plutôt possible. Il faut d'abord passer, vous avez le test, le crash test, le système européen. Et donc, c'est dans l'agenda des constructeurs chinois. Donc, il a vraiment envie d'apporter le marché européen. On espère qu'on aura bientôt ces véhicules chinois. Et rien à cacher qu'on avait déjà réalisé une prestation, je ne vais pas rentrer en détail, pour une société de taxi en France qui cherche
des véhicules électriques qui souhaitent équiper la flotte avec des véhicules électriques chinois. Donc, je continue. S'agissant d'équipementiers automobiles, on a beaucoup. Hein. Heureusement que le marché chinois est dominé toujours par les équipementiers étrangers dont on trouve facilement les marques françaises. Valeo, Foxia, Michelin, Plastic Omnium, qui sont tous bien travaillés en Chine avec des sociétés en joint venture ou des filières 100% du groupe. Donc, ça avance très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas seulement avec les constructeurs français en Chine, ils travaillent avec tout le monde en Chine. Ça leur permet d'avoir des commandes, ça leur permet de suivre l'évolution du marché chinois, de réussir à sortir des nouveaux produits adaptant bien aux besoins du marché chinois. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de tendance. Et le marché automobile chinois connaît une phase de transformation pour l'intégrer davantage de valeur ajoutée, ainsi que pour monter en gamme. Donc, les tendances de développement se concentrent sur les domaines suivants. Plus propres, ça veut dire des véhicules à énergie nouvelle. Plus intelligents, des véhicules connectés et autonomes. La nouvelle mobilité. Non seulement l'électromobilité, tous les services, nouveaux services de mobilité comme VTC qui est très agréé en Chine par les consommateurs chinois. Et également, on a marqué la tendance de lancement des flottes robotaxi. Ça veut dire que le flotte taxi avec le véhicule 100% autonome, sans chauffeur. Et puis, un grand marché aftermarket. Dans ce segment de marché, on peut trouver des solutions de maintenance, autosport, et aussi un grand sujet à dire. Et valorisation des données des véhicules, ça leur permet de faire de recherche, de développer des solutions informatiques ou industrielles pour les véhicules du futur. Marché d'occasion. Même si que le taux d'équipement, motorisation reste assez faible en Chine, 200 véhicules pour 1000 habitants, mais vous voyez clairement que quasiment tous les grands groupes se sont implantés dans la région côtière. Et donc ici, cette partie de l'Est du pays est bien développée dans certains domaines qui est équivalent comme le pays développé en Europe ou aux États-Unis en termes d'infrastructure, en termes d'économie, etc. Et par contre, le grand de l'Est, la grande partie ouest reste entre guillemets vide. Donc, on voyait que les besoins du marché local sont très différents entre la région de l'Est et de l'Ouest. Donc, un nouveau marché d'occasion est en train d'être créé pour les régions bien développées. Les gens ont commencé à avoir plusieurs voitures et donc c'est le moment pour le marché d'occasion. Un grand sujet, remanufacturing, qui a été parlé, très parlant en Chine. Ça correspond bien à la stratégie que l'État souhaite mettre en place pour le monter en gamme de l'industrie et également pour la raison de l'économie circulaire. Donc, il faut savoir recycler des véhicules et valoriser toutes ces pièces et enfin de créer de nouveaux segments de marché. Voilà. Et je ne sais pas combien de minutes me reste. Tout simplement pour vous donner l'idée. Combien? Pardon? 3 minutes. 3 minutes, ok. Donc, je vais ajouter simplement un mot sur le véhicule à énergie nouvelle. C'est vraiment la tendance du pays. Donc, pour vous dire, vous garder dans la tête, la Chine est le premier parc de véhicules à énergie nouvelle. Ça veut dire hybride, électrique et véhicules à pile à combustible, avec presque 5 millions de véhicules circulant dans le pays. Et on a aujourd'hui à peu près de 1,7 million de bornes de recherche installées dans le pays. Voilà, on passe dans le deuxième slide. Oui, parce que tu veux nous parler du coup de ce qui s'est passé avec les clients sur la Chine depuis quelques années. Tout à fait. Donc, encore une fois, les success stories, c'est pour nous. Hein.
Je vais prendre 3 exemples. Je fais exprès de choisir ces 3 dossiers à partir de 2019 jusqu'avant le Covid et ensuite pendant le Covid. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut accompagner des sociétés? On a vu bien que le marché est très grand, très concurrentiel dans quelques domaines. Rien pour être en franche avec vous, si c'est une société qui propose des pièces standards, difficile pour eux de travailler en Chine. Il y a des concurrents partout. Mais il y a toujours de place pour des sociétés qui est capable de proposer des solutions innovantes, des technologies de pointe, des solutions uniques. Donc, c'est pour ça que je choisis ces 3 dossiers. Poclin Powertrain, ça fait partie du groupe Poclin Group. C'est un groupe familial, existe depuis longtemps, spécialisé dans les solutions hydrauliques. Et Poclin Powertrain fait partie de ce groupe. Il se concentre sur les solutions hydrauliques pour véhicules. Donc, il a envie de proposer un nouveau système qu'il avait développé récemment. Ils font des tests, ils font des démos avec les constructeurs français. Ils ont eu de bons résultats et ils vont essayer de lancer ce produit en Chine. Poclin a déjà l'équipe en Chine, mais ils vendent simplement des produits industriels. Rien touché le réseau de l'industrie de l'automobile. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous, parce que l'équipe locale manque l'expérience, travaille avec les acteurs automobiles. On a réalisé une prestation pour eux, type test sur l'offre, MP. Donc, tout simplement pour vous donner des chiffres, cette enquête a été menée auprès d'une vingtaine de constructeurs chinois qui proposent des véhicules 4x4. Et finalement, ils ont vu 5 marques d'intérêt. Et puis 3 qui sont potentiellement intéressés, ils veulent avoir plus d'informations sur l'offre, ils acceptent toujours le rendez-vous. Ça veut dire que parmi 20 contacts sollicités, il a eu 8 rendez-vous. Ce sont des grands groupes type comme SAIC, Dongfeng, FAW, ce sont des grands groupes automobiles chinois qui acceptent ce rendez-vous, qui s'intéressent à cette solution. Et c'est une mission présentielle. Et en 2020, pendant le Covid, c'est calme. Le premier contact avec Bow Industries, c'était jusqu'à après le Nouvel An chinois, fin février, début mars. Et c'est une société qui a pu travailler avec le géant constructeur électrique mondial américain, qu'ils ont obtenu une grosse commande. Ça leur permet de réfléchir, peut-être je devrais produire en Chine pour adapter le coût. Et finalement, ils ont besoin de nous. Le travail qu'on avait fait, c'est une enquête. On a identifié des sociétés qui sont des sous-traitants de Bow Industries. On a obtenu la cotation. Et puis finalement, ça permet que l'entreprise française Bow Industries puisse analyser le coût de production en Chine et le produit en France. Et finalement, c'est pas vrai que produire en Chine est moins cher qu'en France. Parce qu'avec les technologies, avec les compétences, les machines qu'on va utiliser et certaines pièces, on pourrait avoir le meilleur prix en France par rapport en Chine. Cette étude, pendant 4 mois, permet à l'entreprise d'adapter, optimiser leur projet d'implantation. Voilà. Et le troisième cas que je voudrais citer, que je viens d'avoir un échange, un point de débriefing avec Clément pour SIVA Technologies, une PME, voire TPE, une entreprise très jeune qui propose des solutions pour protéger les piétons. Et on a fait le TESO et il a sélectionné 8 contacts approchés. Et parmi les 8, on a 4 réponses positives. Pour être honnête avec vous, au début, on n'a pas trop de confiance d'avoir autant de rendez-vous parce que c'est une technologie qui n'existe pas ailleurs. Donc, c'est très unique. On a essayé d'approcher des contacts et finalement, on trouve que ça l'intéresse pas mal de gens et ça vaut le coup de continuer à travailler pour ce projet en Chine. Voilà, c'est ce qu'on peut le faire. On peut accompagner des entreprises Ils sont vraiment de contents parce qu'ils techniques. vont rencontrer Dongfeng et Maïc, enfin, les 2 plus gros constructeurs automobiles Ils chinois. peuvent rencontrer le numéro 1 et le numéro 2 chinois dans l'automobile. Voilà. Bah, écoute, Et puis, merci, dernier mot. enfin
Oui, Pardon. vas-y, je Oui. t'en prie. Dernier mot sur l'agenda 2022. Il n'y a pas de l'événement spécifique pour l'automobile. Et puis, on a toujours le programme Impact qui pourrait accompagner des sociétés, comme je dis, avec les solutions innovantes et les technologies de pointe dans leur prospection en Chine. C'est tout. Merci à vous. Tout à fait. Merci beaucoup Yang, pour Merci ces infos. Yang. Merci. Et du coup, effectivement, Élodie, tu allumes ton micro parce que c'est vrai qu'on va évidemment rester, au contact du marché, voir s'il y a des vendras qui se profilent. Évidemment, on vous en fera part à tous, mais c'est des conditions un peu particulières qu'il nous faut. Je sais que Franck est connecté également, donc il peut tout à fait compléter, les choses à n'importe quel moment. En tout cas, c'était aussi pour vous dire que par rapport à ces différentes séquences aujourd'hui, les entreprises chinoises sont également coincées sur leur propre territoire et qu'elles sont donc très ouvertes, comme vous voyez avec ces résultats positifs de prise de rendez-vous. Elles sont intéressées pour discuter avec nous. Donc, et elles utilisent la visio parce que en ce moment, on peut pas faire autre chose et il y a de telles cadences et une économie qui fonctionne malgré tout que c'est finalement encore un moyen qui fonctionne bien. Et sans plus tarder, on va partir dans les airs parce qu'on a encore pas mal de choses à dire sur la partie du coup aéro. Et là, je laisse la parole à Mine et à Senan. À vous, Pékin. Merci Nicolas. Et je suis Miwan, chargée d'affaires export de IC basée à Pékin. Et bienvenue à notre séquence Hit Machine aérospatiale. J'espère qu'après notre présentation, vous connaîtrez mieux quelle est la taille du marché, quels sont les principaux acteurs présents, quelles sont les opportunités à saisir, quels sont les acteurs accompagnés et quels sont les événements à joindre. Et n'hésitez pas à communiquer vos questions s'il y en a pendant ou après la présentation. Les chiffres parlent. En 2020, le marché du transport aérien est déjà devenu le premier mondial. La Chine se met au deuxième rang mondial quant au marché aéroportuaire. Elle est aussi le troisième marché mondial de l'industrie aéronautique. Quant au nombre de lancements de fusées, comme vous savez très bien, et actuellement, jusqu'en novembre 2021, elle est aussi devenue le premier mondial. Et Sinan, quels sont les chiffres prévisionnels pour les années à venir? On aurait besoin de plus de 8700 nouveaux avions d'ici 2040. Le volume de marché aéronautique atteindrait plus de 71 milliards d'euros d'ici 2025. Celui de New Space atteindrait plus de 400 milliards d'euros d'ici 2025 et il y aurait plus de 216 nouveaux aéroports d'ici 2035. Et on aurait besoin de plus de 400 000 nouveaux employés professionnels. Merci. Donc, on voit par conséquent la forte potentialité du marché qui est soutenue par de nombreux acteurs variés. Donc, vous voyez ici à gauche de la slide le panorama d'acteurs de différentes catégories, conglomérats, étatiques, étrangers, privés, répartis dans les icônes d'avions et de fusées. On va parcourir rapidement ensemble. Pour l'aéronautique, on compte actuellement plus de 1000 entreprises actives avec un capital enregistré de plus de 2 millions d'euros. Pour la première catégorie, ce sont les conglomérats. Avec Comac ASCC, ces trois ont largement dominé le secteur, qui compte un nombre total de 600 000 d'employés, dont 450 000 chez Avic, disposant de plus de 200 filiales avec activités couvrant toute la chaîne de la valeur de l'industrie. ACC est dédié aux recherches et développement de tout type de moteurs pour équiper les appareils plutôt chinois. Comac, très réputé, est l'acteur central en pilotage de programmes d'avions commerciaux, CR929, même gamme que A330, et C919, pareil que A320, et aussi ARG21 régional de moins de 100 places. Ensuite, pour la deuxième catégorie dont je veux parler, ce sont les acteurs étrangers. La filière aéro en Chine est encore largement
dépendant de savoir-faire étrangers. On va afficher les principaux groupes internationaux présents qui ont presque tous participé au programme aéronautique majeur chinois. En plus, les avions livrés par Airbus pèsent environ un quart de ces livraisons mondiales. Et depuis 2011, il y a plus de 19 000 moteurs de CFM Safran en service, en commande ou intention d'achat en Chine. Il y a une cinquantaine d'acteurs français du secteur déjà présents en Chine. Leur présence peut faciliter l'entrée au marché des nouveaux acteurs français. Et enfin, les acteurs privés comme troisième catégorie. Depuis 2014, il y a une émergence d'acteurs privés chinois qui est devenue une force importante, notamment dans les domaines de drones, de composites et de MRO, tels que Haithe, Xizhi, Yihan, etc. Tous ces sous-secteurs concernés disposent de fortes potentialités au marché. Et ces nouveaux-nés ont ainsi besoin de se compléter avec d'autres partenaires internationaux pour mieux s'internationaliser. Et quant au secteur spatial, pareil qu'aéronautique, est essentiellement composé de conglomérats étatiques. Les deux principaux sont GASC et GASIC, auxquels sont rattachées également de nombreuses filiales. Et GASC est l'acteur clé avec plus de 34 lancements déjà réalisés en 2020 pour différents projets satellitaires, constellations, etc. Et nous avons d'ailleurs réalisé l'année dernière l'atelier avec eux pour les business meetings associés avec plusieurs acteurs français. Amine, justement, enfin, tu parles du spatial et on est sur un segment qui, dans beaucoup d'États occidentaux, devient de plus en plus privé. Il y a les acteurs du New Space qui émergent. Qu'est-ce qu'il en est pour la Chine? Tout à fait. En Chine, il y compte un nombre total de 15 000 acteurs sur toute la chaîne de valeur du secteur lié au spatial et il y a un écosystème de start-up privés de plus de 300 acteurs actifs qui s'est créé depuis 2015 grâce aux encouragements du gouvernement chinois, tels que les fabricants de fusées, ici affichés Linkspace, Landspace, etc., qui sont en phase initiale de développement. Et il y a peut-être une autre composante aussi là, parce que en marge du secteur spatial, il y a aussi un plan quinquennal qui a été renouvelé l'année dernière et avec une impulsion forte pour qu'il y ait du, made in China, mais surtout avec une part d'intégration locale très poussée et qu'est-ce que ça a comme effet sur, finalement les opportunités? Qu'est-ce que ça permet de faire aux entreprises françaises ou pas? Oui, il y a beaucoup de politiques d'encouragement et par exemple, depuis le plan Made in China 2025, les équipements aéronautiques et spatiaux sont tous listés parmi les segments stratégiques à développer. Et en plus, les investissements étrangers permettant le développement de haute qualité de l'industrie de la production aérospatiale sont très encouragés, surtout concernant la fabrication utilisant de technologies de pointe, la fabrication intelligente, la fabrication écologique comme avions verts, etc. Ce qui retient aujourd'hui particulièrement l'attention du marché chinois sont les savoir-faire liés surtout aux matériaux composites, équipements de bord, composants avioniques ou électromécaniques, MRO, simulation comme ce que fait Sogeclair et formation comme ce que fait Infex et infrastructures, applications aéroportuaires ou satellitaires, etc. Ouais, ça fait pas mal d'opportunités, effectivement, mine et on voit qu'on arrive, ben, avec cette croissance de ce secteur-là, à arriver de plus en plus à créer finalement une filière aéronautique avec tous ces besoins en termes d'industrialisation, de matériel, nouveau pour équiper, les avions ou les simulateurs pour, former les personnes. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on a, nous, accompagné depuis ces dernières années? Et pour l'industrie aérospatiale, il faut souvent de longs cycles pour nourrir des contrats et comme nos experts savons tous, et qu'il y a beaucoup d'aspects très compliqués. Néanmoins,
Par exemple, depuis 2017, on a réussi à accompagner plus de 80 entreprises aérospatiales couvrant les secteurs très variés à travers nos différentes gammes de services sur mesure, de l'étude pour un conseil, test sur offre, mission de prospection, suivi de contacts jusqu'au séminaire, atelier, visite de site, etc. Et beaucoup sont de longue durée, comptées par année. Et vous voyez ici afficher quelques-uns intéressants à partager rapidement ensemble en interne. Et Coriolis sur matériaux composites, qui a vendu les machines AFP et pour principaux conglomérats avec et Comac. Les missions de Business France datent depuis 2012 avec non seulement les organisations de rendez-vous avec différents acteurs, mais également les conseils et évaluations du marché et d'autres missions collectives variées et tout au long de leur développement. Idem pour Axon Câble sur des câbles applicables au secteur aérospatial à travers nos différentes missions pendant plusieurs années enchaînées. Ils ont pu réussir aux projets variés avec différents acteurs aérospatiaux. Même maintenant, on fait l'extension de leur site de production en Chine, encore à l'aide de Business France. Ce sera a priori pareil pour Sogeclair, mentionné tout à l'heure par Marc, débutant cette année par le grand contrat d'Occitanie avec un paquet complet couvrant toute gamme de services de Business France qui leur ont aidé à identifier et accélérer beaucoup de projets. Par exemple, un projet de 50 simulateurs. On va sûrement continuer nos accompagnements à travers d'autres éventuels services sur mesure pour soutenir leur implantation et commercialisation. Et Open Airlines, solution d'économie de carburant aérien, Display, solution de connectivité aérienne, ils sont tous lauréats d'impact. Qui disent que grâce au programme, ils ont gagné 6 mois à 3 ans. Ils ont concrétisé les projets avec l'implantation en Chine qui continue à nourrir de nouveaux projets à travers d'autres missions de BF. Même certains ont mobilisé leurs partenaires à participer à d'autres événements de BF pour les collaborations gagnant-gagnant. Idem pour Infect, solution de formation de vol en cours de participation à Impact 2020. Pendant un mois, déjà réalisé 12 rendez-vous en discussion avec de nombreux potentiels clients, encore en continuation. Et Nicolas, voudrais-tu dire quelques mots sur notre fameux client Chifas? Oui, exactement. Enfin, déjà, juste pour vous redire qu'effectivement, sur ces dossiers, on voulait reprendre un peu l'historique et puis, ben, j'en profite encore pour saluer Franck parce que c'était les équipes et Franck à l'époque qui ont pas mal suivi depuis la Chine et puis, ben, vous, par votre intermédiaire, on a pu avancer. C'est juste pour vous, enfin, montrer vraiment, quasiment le caractère essentiel d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'avoir une équipe sur place en Chine, d'avoir, même un centre parfois de production et on n'est plus dans ce cas de délocalisation, c'est vraiment pour servir le marché chinois. Parce que vous voyez les chiffres qui montent, et aussi bien sur ce secteur, mais comme pour les autres et à un moment donné, il y a une logique industrielle qui vient se greffer et on est capable et on a plutôt l'habitude, d'aller jusqu'à la sélection d'un certain nombre de sites, en greenfield ou en brownfield pour permettre aux entreprises d'aller voir un peu où est-ce qu'elles pourraient s'implanter. Je voulais juste vous parler du GIFAS parce que ça, c'était quand même une étude assez emblématique puisque, vous savez que c'est un client qui est quand même, assez exigeant et donc on a fait toute une étude de panorama pour savoir un peu où on en était au niveau de la Chine, quels étaient les acteurs qui émergeaient parce qu'eux n'arrivaient plus forcément à l'estimer eux-mêmes. Donc ça a été un très gros travail, qui a été fait par, l'équipe, l'an dernier et donc voilà, ça prouve aussi, finalement, la reconnaissance de la connaissance qu'on a de ce marché-là et aujourd'hui, ben, c'est des choses effectivement qu'on a toujours en tête et qu'on est capable du coup de transmettre assez rapidement aux entreprises. Je vous demande évidemment de garder toutes ces sortes de success stories un peu pour vous, parce que c'est pas des choses publiques, toutes n'ont pas, voilà, forcément, on n'est pas allé au bout de la démarche forcément avec elles pour en faire une success story, mais c'est des choses à garder en tête parce que ça vous montre qu'il y a quand même un volume assez important d'entreprises qui sont passées ici. Mine, pour l'agenda, qu'est-ce qui se passe en 2022? Merci Nicolas. Oui, on voit de potentialités de collaboration sino-française au secteur et
aussi, Business France s'efforce à nourrir depuis 2017 un dialogue stratégique entre les deux écosystèmes par le biais d'échanges et d'événements réguliers en coordination, aussi avec l'attaché aéronautique et spatial. Et en 2017, on a déjà commencé le colloque aéro en ligne organisé à Paris avec le soutien de Airbus, avec participation de GIFAS et DAVIC. En 2018, il y a le second acte présentiel à Pékin avec le soutien d'Airbus, Safran, GIFAS, DAVIC, Comac et AACC sous forme de forum aéronautique, avec une participation d'une douzaine d'entreprises françaises inscrites et une quarantaine d'acteurs présents. Et le troisième volet aux thématiques spatiales a été démarré en 2019 par un webinaire spatial en ligne suivi par en 2020 un atelier spatial avec les business meetings organisés avec GASC. Et en 2022, on compte a priori continuer le 4e et 5e volet de dialogue pour organiser 2 ateliers respectivement dédiés à l'aéronautique et au spatial, associés aussi de business meetings. Et au premier semestre et deuxième semestre pour discuter de grandes tendances et potentiels besoins des conglomérats du secteur aéronautique et spatial, par exemple GASC, AVIC, Comac et ACC. Et selon les calendriers et besoins différenciés, sûrement les entreprises intéressées pourront également participer à notre événement Impact, comme d'autres lauréats aérospatiaux d'éditions précédentes, et aussi possibilité sur les prestations sur mesure pour mieux cibler le marché. Donc, nous sommes à votre disposition. Merci. Eh ben, merci Mine. Je pense qu'on a bien vu, là vous comprenez que c'est aussi des dialogues de long terme là qu'on entretient avec eux et donc c'est important qu'on les lâche pas et que voilà, sur le secteur aérospatial, il y a une bonne connaissance de l'équipe. On passe en 10 minutes du coup au total pour vous parler maintenant de ce qui roule, mais cette fois-ci sur des rails et c'est avec, Wuhan que ça se passe avec Wany et Louis. Bonjour à tous, je m'appelle Wang Yi. Moi, je suis chargée de développement export qui est basé à Wuhan en binôme avec Louis. On est référent sur le secteur ferroviaire et interurbain et aussi ITS. Je suis très ravie aujourd'hui de vous présenter le secteur chinois de transport ferroviaire et urbain qui poursuit son expansion rapide avec 146 300 km de voies en opération, dont 38 000 km de voies ferrées en grande vitesse à la fin de l'année 2020. La Chine est maintenant le deuxième réseau mondial de transport ferroviaire juste auprès des États-Unis et puis le premier réseau mondial pour les lignes à grande vitesse dans les domaines de transport ferroviaire urbain, serait encore plus visible parce que chaque année, presque 900 km de lignes sont ajoutés dans les réseaux existants avec un taux de croissance annuelle moyen de 17%. Et à la fin de 2020, on comptait encore plus de 7000 km de nouveaux réseaux urbains en projet ou en construction. Et vous pouvez voir concernant les principaux acteurs, le marché chinois qui sont principalement dominés par les entreprises étatiques publiques chinoises. Vous pouvez voir aussi sur la cartographie, toutes ces entreprises ont commencé par la lettre C, c'est Chine. En termes de matériel roulant, 90% des appels d'offres ont été remportés par le géant chinois CRRC et ses différentes filiales LGV. En termes de construction ferroviaire, plus de 80% des parts de marché sont occupées par CREC et CRCC en 2020. Et en termes de signalisation, c'est CRSC qui est le fournisseur principal de signalisation et de communication en Chine avec plus de 60% de parts de marché dans le secteur grande vitesse et 65% de parts de marché dans le secteur ferroviaire urbain. En termes de l'opération du réseau national, c'est géré principalement par China Railway et ses différentes filiales régionales, mais pour l'exploitation du réseau ferroviaire urbain, ce sont toujours gérés par
se sont toujours créés par chaque ville. Et, mais il existe aussi plusieurs opérateurs dans des villes disposant des réseaux de métro plus importants. Par exemple, Keolis, qui est via leur GV avec Shanghai Shentong, qui opère plusieurs lignes du système à Shanghai. Et puis MTR, c'est un opérateur de ferroviaire à Hong Kong qui, via sa GV avec Beijing Metro, aussi gère quelques lignes de métro à Pékin. Donc, à ce qui concerne les tendances, on constate un développement continu dans le secteur ferroviaire. À l'horizon 2035, le réseau ferroviaire chinois atteindra environ 200 000 km, dont presque 70 000 km de lignes à grande vitesse. Et on constate aussi une forte expansion de réseaux de transport urbain, suburbain et interurbain. Pendant la période de 14e plan quinquennal, le transport ferroviaire interurbain et suburbain sera planifié et construit dans des villes qui sont économiquement fortes, développées et aussi à une forte densité de population afin d'établir un réseau de transport ferroviaire plus pratique, plus complet pour les peuples. La Chine montre aussi également une forte volonté de développer de nouvelles technologies. Selon leur chemin de la planification, il faut renforcer le développement de l'application des nouveaux outils de transport tels que la nouvelle génération de trains à grande vitesse, les trains autonomes, les trains à nouvelles énergies, le système de contrôle intelligent sur la technologie de 5G et aussi la technologie de navigation chinoise par le satellite Beidou. Donc, il y a aussi, pour les opportunités pour les entreprises françaises, ce sont d'abord la conception et fabrication des pièces détachées. Selon plusieurs échanges avec notre contact dans ce secteur, les pièces détachées clés, notamment le système de traction, le système de signalisation, les nouveaux matériaux pour allègement de la structure du train. La Chine a encore besoin de technologies étrangères et aussi pour les solutions pour les transports intelligents. Les technologies étrangères avancées sont aussi très bienvenues en Chine, par exemple optimisation, connectivité, automatisation de la gestion des lignes et aussi la sécurité. La Chine a encore besoin des solutions étrangères et de plus, la collaboration franco-chinoise dans les pays tiers est aussi une piste à creuser parce que selon nos échanges avec CRCC et CREC qui travaillent dans la construction ferroviaire, ils se sont réunis parfois avec les entreprises étrangères pour répondre aux appels d'offres dans les pays étrangers, notamment en Afrique. Et finalement, on trouve que la planification et l'opération des lignes suburbaines et interurbaines est aussi une opportunité pour les entreprises françaises. D'abord, la France a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine. D'ailleurs, ces projets seront investis et gérés par les gouvernements au niveau provincial et municipal. Afin d'attirer l'investissement, il adopte parfois le modèle PPP, c'est-à-dire le partenariat public et privé, pour notamment attirer l'investissement privé. Donc, ce marché-là est donc plus ouvert aux entreprises privées et étrangères. Je vais donc... Exactement. J'en profite pendant que je fais la transition avec la slide pour répondre à la question de Lauriane qui se dit: «Est-ce qu'il y a une place du coup pour les entreprises françaises, à la fin?» Donc on va le dire en partie avec les success stories qu'il y a juste derrière. Mais c'est vrai que ce que tu mentionnais, tout à l'heure Wany, c'est que ce sont des sociétés qui sont, absolument, énormes et qui ont du coup là, par exemple, rien que sur le rail urbain, on est quasiment sur un doublement encore du réseau. Donc en fait, ils peuvent pas faire tout seuls et les technologies bougent beaucoup. Donc à un moment donné, on arrive quand même à s'insérer, et c'était le cas par exemple de Keolis à Shanghai sur le métro parce qu'il y a des technologies un peu de rupture, des choses un peu, nouvelles et qui ne sont pas encore présentes dans réellement la chaîne de production finalement. Donc c'est là où on arrive à rentrer à l'intérieur de ces grands programmes pour ces grandes entreprises chinoises par des sous-solutions.
C'est vraiment la façon de rentrer et la coopération en pays tiers, vous verrez qu'on en reparlera même dans l'énergie, par exemple, parce que ça veut dire que des fois ces grands groupes chinois, si on les s'ils nous connaissent, ils vont parfois nous emmener sur d'autres pays en dehors de la Chine. Donc voilà, je ne veux pas être plus long parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et je te laisse dire quelques mots, Wany, sur les ITS. Oui, je laisse la parole Ah à pardon, Louis. à Louis. Oui, merci Wany. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je vais passer rapidement sur les ITS parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, pour les chiffres les plus importants du marché, donc ça représente un marché de 21,49 milliards d'euros en 2020, avec une croissance annuelle de 14%. La Chine compte environ 93 villes de plus d'1 million d'habitants, avec 64% de population urbaine. Et le développement des ITS constitue un axe de développement stratégique du 14e plan quinquennal du gouvernement chinois. Les principaux acteurs qu'on peut voir sur la carte à gauche, donc on a déjà Pékin avec le géant Baidu qui a créé le système qui s'appelle Apollo Computing Unit, qui est capable de gérer un système de voitures autonomes sur des routes ouvertes. Ce système donc, utilise le système de géolocalisation par satellite chinois Beidou que Wany a décrit précédemment. À Hangzhou, nous avons l'entreprise Alibaba qui propose la solution ET City Brain, qui permet d'optimiser le trafic urbain en temps réel, notamment, en utilisant des systèmes de cloud, de big data, d'intelligence artificielle. Ce système est déployé dans plusieurs dizaines de villes en Asie, notamment à Hangzhou, où il permet de fluidifier le trafic sur des axes majeurs de la circulation, mais également au péage, dans les parkings et dans d'autres applications. À Shenzhen, dans le sud de la Chine, nous avons l'entreprise Huawei, qui est capable de fournir des solutions de transport intelligents et connectés et qui permet une gestion du trafic intelligente. Ce système est en place dans des dizaines de villes en Chine, notamment Tianjin, Shenzhen, etc. Et également à Shenzhen, nous avons l'entreprise Tencent qui propose des solutions de paiement des transports en commun par QR code, également des mini-programmes WeChat qui permettent de payer les frais de parking plus facilement, etc. Pour les tendances sur le marché des ITS, on assiste en fait à un développement d'agglomérations urbaines modernes, ce qui implique la nécessité de développer et d'améliorer un réseau intégré de gestion des flux de transport, de surveillance urbaine, etc. Les villes de second et de troisième rang sont en croissance continue, ce qui génère de plus en plus d'embouteillages, de plus en plus de pollution et de conséquences néfastes. Et la Chine a une forte volonté de développer des réseaux de transport connectés et intelligents, multimodaux et plus durables. Au niveau de l'offre française, il faut savoir déjà dans un premier temps, on l'a déjà un peu évoqué par le passé, que les ITS sont un marché ouvert aux grandes entreprises, mais également aux PME et aux TPE. Ce qui est pris en compte, ce n'est pas tellement la taille de l'entreprise, mais c'est surtout la pertinence de la solution technologique proposée. Donc les opportunités pour les entreprises françaises, elles résident plutôt dans la construction des véhicules et des trains connectés et autonomes, dans la sécurité des transports autonomes, dans la gestion de la signalisation, dans la maintenance préventive, mais également dans la protection de l'environnement via la conception et le design de villes durables. Voilà, donc c'est tout pour cette slide-là. Ensuite, on va passer au success story pour vous expliquer un petit peu. Exactement, la question qu'on va vous poser à tous les deux, c'est quels sont les dossiers? Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous peut-être vont retrouver les leurs, là d'ailleurs en France, vous allez peut-être voir des logos qui sont déjà dans vos portefeuilles. Voilà, notamment pour l'entreprise Ecocompteur, qui comporte donc un représentant en Chine. Donc c'est une entreprise qui fournit des produits technologiques dans le domaine du comptage des vélos et des piétons pour un certain nombre d'applications. Donc pour cette entreprise-là, en 2019, nous avons procédé à un TSO et à une mission de prospection qui ont débouché sur 4 rendez-vous organisés avec un comité de gestion des sites touristiques et différents comités de gestion qui sont liés au transport et aux espaces verts. Il y a également 2 autres rendez-vous B2B qui ont été organisés à Hong Kong avec des comités locaux équivalents. Et donc Wany va nous expliquer les 3 autres exemples. Oui, en fait, en 2019, on a accompagné SNCF Mobilité qui souhaitait développer de nouvelles activités d'exploitation des lignes suburbaines, genre RER en Chine. Dans ce contexte, on lui a proposé le TSO et mission de prospection et les profils qu'on leur recommandait étaient d'abord la commission du développement et des réformes provinciales, c'est qui planifiait le projet du réseau suburbain
urbains. Et ensuite, on leur a aussi proposé les Railway Investment Group parce que c'est eux qui investissent directement dans ces projets. Et ensuite, on leur a recommandé l'opérateur du métro parce qu'en Chine, les projets ferroviaires suburbains et interurbains sont principalement exploités par les opérateurs de métro de chaque ville. Donc, on a contacté 19 cibles, dont 15 ont accepté de les rencontrer. Et, même année, on a accompagné Talano. Je pense que c'est une société très, très intéressante parce qu'eux, ils développent une technologie de captation de particules émises par le système de freinage dans le domaine des ferroviaires et routiers. Comme c'est un sujet très, très peu évoqué en Chine et il n'existe pas de réglementation qui imposait cette pollution dans ce domaine. Donc, on leur a proposé une mission de un TSO et une mission de prospection pour découvrir Suzhou, Pékin et Shanghai pour juste découvrir le marché chinois et faire une test sur leur intérêt. Donc, on leur a proposé de voir les autorités municipales telles que le bureau de transport, le bureau de l'environnement pour faire un échange plutôt pédagogique auprès des autorités. Et puis, on leur a proposé de voir les opérateurs du métro qui seront peut-être leurs end-user potentiels. En fait, avant, on avait pensé que c'est très difficile parce que Talano, c'est une très petite entreprise et avoir des rendez-vous avec les autorités, c'est difficile encore pas avec SNCF, c'est avec Talano. Donc, peut-être on a risqué d'avoir 0 rendez-vous, mais c'est... moi, je pense que c'est peut-être cette technologie est très avancée et très intéressante. Donc, on a approché 9 cibles, dont 5 étaient favorables pour le rendez-vous. Et Talano était très satisfait avec nos services. Donc, en 2022, il s'est inscrit encore au programme FTD 2020 pour d'abord approfondir son niveau de compréhension du marché chinois et ensuite identifier et approcher encore plus de partenaires potentiels dans le secteur ferroviaire et automobile. Donc, pendant la session de FTD 2020, on a arrivé à organiser environ 20 rendez-vous tels qu'avec la Commission des transports de Shanghai, le Bureau de l'écologie et de l'environnement de Pékin et aussi quelques opérateurs métro importants tels que Shanghai Shentong et Beijing Metro Group. Et en cette année, on a accompagné Saft Chine. C'est aussi un peu particulier parce que Saft Chine est une entreprise qui a déjà installé en Chine depuis longtemps. Donc, avec leur staff chinois, ils connaissent déjà le marché chinois. Ils savent déjà à qui ils souhaitent rencontrer. Donc, eux, ils nous sollicitaient de prendre le rendez-vous avec le métro groupe de Wuhan et de Chengdu avec une matière un peu diplomatique. Donc, on arrive à organiser ces 2 rendez-vous avec succès. Voilà. Et je voudrais aussi répondre à votre question. Est-ce que la France, les entreprises françaises qui ont la place, ma réponse c'est oui. Parce que comme j'ai déjà dit que pour certains, j'ai déjà présenté l'opportunité pour les entreprises françaises et de plus, on peut voir il y a déjà pas mal d'entreprises qui sont déjà présentes sur le marché chinois. Par exemple, le géant Alstom, ils ont plusieurs joint ventures avec CRRC pour la fabrication de matériel roulant et aussi pour la fabrication de systèmes de traction. Et ils ont aussi des GV avec CRSC sur le secteur de système signalisation et communication. Et aussi, on a AREP qui fait la conception pour les bâtiments, pour la carte Wuhan, c'est fait par, design par AREP. Et aussi, comme les entreprises Bandrol, Gesmar, qui sont déjà présents en Chine pour la solution du rail. Donc oui, on a, même si pour vous, peut-être, le marché chinois ferroviaire, c'est relativement fermé, mais si l'entreprise
entreprises avec une solution ou des technologies avancées. Et la Chine, enfin, eux, ils sont bienvenus en Chine. Voilà. Merci. Bah, merci à vous deux là pour toutes ces explications que vous avez données sur le ferroviaire. Et ce que tu disais par exemple aussi Wany, à l'instant, on voit que voilà, il y a des fois des joint ventures qui font qu'on voit pas directement, la contribution des entreprises françaises. Et puis elle se situe aussi, le long du cycle de vie du métro. Métro de Shanghai, il y a des sociétés comme Civeco qui continuent de fonctionner pour assurer justement la maintenance et la qualité de service. On a tout un tas d'exemples qui montrent que voilà, ça existe, il y a encore des entreprises françaises dans tous les coins. Et vous voyez aussi que même les entreprises qui sont implantées ici, parfois ont encore besoin de notre aide pour continuer à se déployer sur d'autres, régions sur lesquelles elles ne sont pas ou d'avoir d'autres niveaux de contact. C'est vrai que c'est aussi une partie de notre activité. Donc si vous avez des entreprises dans vos portefeuilles qui ont déjà une implantation ou un distributeur ou un représentant présent là-bas et qu'il a besoin un peu d'un coup de boost, pour avoir un nombre de rendez-vous plus important et découvrir d'autres régions, c'est aussi beaucoup de choses qu'on fait. Donc, c'est aussi une possibilité. En tout cas, on sait qu'on a dépassé déjà de quelques minutes, le cadre de cet exercice et on vous remercie déjà d'avoir tenu, jusqu'ici pour parler avec nous de mobilité en Chine. Si vous avez des questions en live, n'hésitez pas, on peut encore, rester quelques minutes avec vous, si vous en avez le temps ou si vous avez des questions concrètes. En tout cas, on était très contents de pouvoir passer, cette heure avec vous.